L'effort de rationalisation a fortement contribué au développement industriel. Le label scientifique mis en avant par les ingénieurs, les techniciens, les directions et les bureaux des méthodes sera de plus en plus discuté. Le machinisme industriel a poussé les entreprises à porter une attention soutenue à l'individu dans le système de production. La psychologie industrielle et la psychosociologie naissante s'intéressent à la fatigue au travail et vont orienter les organisations dans la direction d'une meilleure connaissance des individus et des groupes au travail. La vision de l'homme au travail change de perspective et l'intérêt pour la dimension relationnelle au sein de l'organisation augmente. C'est le mouvement des relations humaines qui apparaît en contestation de l'approche classique et il est aujourd'hui symbolisé par la pensée d'auteurs tels que Mayo, Lewin, Likert, Maslow, MacGregor, Herzberg et Argyris. À partir des années 30, la vision de l'homme au travail change de perspective. Le mouvement des relations humaines apparaît en contestation de l'approche classique des organisations. Nous allons voir l'auteur qui a assuré l'origine et le développement de l'école des relations humaines, à savoir Elton Mayo. L'auteur qui est à l'origine et développement de l'école des relations humaines est George Elton Mayo. Il est né en Australie. Il s'établit en 1922 aux États-Unis où il devient professeur de psychologie industrielle à la Wharton School de Philadelphie, puis à Harvard. Il a étudié la médecine, la psychologie et la philosophie. Sa recherche la plus connue est celle réalisée au sein des ateliers de Hawthorne, qui s'est intéressé au préalable à l'amélioration de l'éclairage et sur son effet sur la production ouvrière. Les résultats de l'étude montrent que la productivité augmente avec l'amélioration de l'éclairage. Mais il se rend compte qu'il y a d'autres facteurs avec ceux physiologiques. Cette expérience, à 6 rangs près de Chicago à l'usine de Hawthorne, a commencé en 1927 et a duré 5 ans jusqu'à 1932. Cette expérience ne porte plus sur l'éclairage, mais aussi sur la fatigue, l'intérêt du travail, les effets de l'introduction de pauses et la transformation des conditions de travail. Nous pouvons donc résumer les apports d'Elton Mayo par ces variables psychosociologiques qui apparaissent, à savoir un style de direction plus participatif qui améliore les rapports avec la hiérarchie, le besoin de reconnaissance, donc le faire appel à un statut social pour chaque employé, le sentiment d'appartenance à un groupe, la satisfaction de besoins sociaux en termes de sécurité, la participation à la recherche d'objectifs communs et l'existence de leadership informel en dehors de toute structure hiérarchique. Nous allons maintenant voir les auteurs qui ont mis l'accent sur les styles de commandement et la dynamique des groupes, à savoir Kurt Lewin et Francis Likert. Kurt Lewin est l'inventeur du terme dynamique de groupe en 1944. À partir de 1943, le gouvernement américain demande à l'équipe de recherche d'étudier la possibilité de changer les habitudes de consommation des ménagères américaines. Lewin et son équipe décident de mettre en place 2 groupes expérimentaux composés de ménagères. Cette célèbre expérience montre l'importance de la vie d'un groupe, des échanges interpersonnels, des remises en cause collectives qui peuvent finalement favoriser un changement de consommation. Selon Kurt Lewin, il est plus aisé de faire évoluer un groupe qu'une personne
isolé. Il teste pour cela 3 modes de commandement. Le premier, c'est que le leader autoritaire donne des ordres et il est éloigné du subordonné. Le deuxième, c'est que il y aura un leader démocratique qui dirige plutôt le groupe en acceptant les remarques et la discussion. Et le troisième, c'est que le leadership du laisser-faire implique que les directives, les informations sont sollicitées par le groupe. Donc, le manager ne s'implique pas. Selon Lewin, il recommande la deuxième forme de gestion, à savoir le leader démocratique, afin de pouvoir diriger le groupe et assurer de l'ouverture envers les remarques et la discussion. Rancis Likert est un professeur de psychologie industrielle à l'Université du Michigan aux États-Unis. Il conduit des recherches sur les attitudes et les comportements humains au travail. Dans cette perspective, il est un continuateur de Mayo et Lewin, puisqu'il cherche à comprendre dans quelle mesure la nature des relations entre supérieurs et subordonnés peut conduire à des résultats très différents dans un contexte organisationnel identique. Selon le principe de la relation intégrée, le travail de groupe va permettre l'amélioration des relations interpersonnelles. Il a développé 3 styles de direction. Le premier style est le style autoritaire, où le pouvoir est centralisé. Il s'agit d'un ensemble de règles et des modes de contrôle qui sont mis en place. Le deuxième, c'est un style consultatif, où le personnel donne son avis, mais ne participe pas à la prise de décision. Les relations humaines sont améliorées par rapport au premier style autoritaire. Le deuxième est un style participatif où chacun participe à la prise de décision. Nous passons maintenant à étudier les auteurs de la théorie des besoins et des motivations, à savoir Maslow, Herzberg et Argyris. Maslow est un psychologue de formation et spécialiste du comportement humain. Il est l'un des premiers théoriciens à s'intéresser explicitement à la motivation de l'homme au travail. Dans le prolongement des travaux de Mayo, Maslow met l'accent sur l'analyse des besoins de l'homme pour mieux comprendre ce qu'il recherche à travers son activité professionnelle. Maslow distingue 5 catégories de besoins hiérarchisés. Les premiers besoins sont les besoins physiologiques, à savoir se nourrir, se désaltérer, manger, boire, se vêtir, se reproduire, dormir. Les besoins de sécurité en deuxième lieu, ce sont les besoins pour se protéger, être protégé par la sécurité d'un abri, la sécurité des revenus et des ressources, la sécurité physique contre la violence, la sécurité morale et psychologique, la sécurité et la stabilité familiale. Il y a aussi les besoins d'appartenance et d'affection. Être accepté, écouté par les autres. Le besoin d'aimer et d'être aimé, d'avoir des relations comme former un couple, avoir des amis, faire partie intégrante d'un groupe cohésif, ne pas se sentir seul. Ensuite, on a les besoins de l'estime ou de prestige, c'est-à-dire être reconnu et valorisé. C'est aussi le besoin de respect de soi-même et de confiance en soi. Finalement, il y a les besoins de réalisation ou d'accomplissement, c'est-à-dire utiliser et développer ses capacités, s'épanouir dans le travail. C'est le besoin de se réaliser, d'exploiter et de mettre en valeur son potentiel personnel dans tous les domaines de la vie. MacGregor, il a développé la dimension humaine de l'entreprise.
C'est un professeur de psychologie industrielle aux États-Unis. Il va plus loin que Maslow et élabore une véritable théorie de management, c'est-à-dire une manière de conduire les hommes. Selon lui, il y a deux niveaux que nous avons vus déjà dans le cadre du style de direction. La première, c'est la théorie X, où l'homme n'aime pas travailler, il n'est pas ambitieux et rejette les responsabilités. Cette vision en général est celle des dirigeants, sous-entend que l'homme doit être dirigé, contrôlé. La deuxième, c'est la théorie Y, où l'homme est motivé par son travail, qui est source de satisfaction, il accepte les responsabilités et sait faire preuve de créativité et d'initiative. MacGregor considère que ce type de management il est plus adapté à l'homme. Frédéric Herzberg a développé la théorie des deux facteurs. Il est né en 1923, un psychologue clinicien qui est aujourd'hui professeur de management à l'Université d'Utah aux États-Unis. Ses travaux portent pour l'essentiel sur la question de la motivation humaine au travail. Son idée principale est que les circonstances qui conduisent à la satisfaction et à la motivation de travail ne sont pas de même nature que celles qui conduisent à l'insatisfaction et au mécontentement. Il élabore ainsi une théorie dite des deux facteurs ou bifactorielle. Il développe les facteurs d'insatisfaction ou les facteurs d'hygiène qui peuvent susciter le mécontentement s'ils ne sont pas satisfaits, mais qui ne sont pas source de motivation, tels que les conditions de travail, la rémunération et la sécurité de l'emploi. Les deuxièmes facteurs, ce sont des facteurs de motivation ou des facteurs de satisfaction. Ce sont des facteurs qui influencent positivement le comportement individuel, tels que la reconnaissance de soi, l'appartenance à un groupe et l'intérêt du travail. Ces deux facteurs ressemblent à ceux de Maslow. Il est difficile de différencier facteurs de satisfaction et facteurs d'insatisfaction car ils ne sont pas précisément listés. Finalement, Herzberg distingue les différents éléments d'un emploi en deux catégories. Ceux qui servent des besoins économiques ou vitaux, les besoins d'hygiène ou de maintenance et ceux qui satisfont des motivations plus profondes, à savoir les facteurs de motivation. Chris Argyris est né en 1923 aux États-Unis. Il est professeur de management à Harvard où il enseigne l'administration des entreprises. Spécialiste en psychologie industrielle, il développe, comme Kurt Lewin, une méthode de recherche-intervention en milieu industriel. Il a assuré le développement du potentiel de l'individu dans l'organisation. Pour lui, tout homme doit avoir un sens à sa vie. Il est donc nécessaire de lui faire confiance. L'efficacité organisationnelle dépend de l'aptitude à intégrer les mutations et l'apprentissage organisationnel pour transformer la structure en organisation apprenante. Il préconise donc un style de direction basé sur l'élargissement des tâches qui consiste à prendre part aux décisions et à la conception du travail. Le courant des relations humaines présente des apports mais aussi des limites. Ce courant s'intéresse aux dimensions affectives, émotionnelles et relationnelles des situations de travail. Il s'intéresse aussi à la complexité des motivations humaines.
Le courant des relations humaines va aussi s'enrichir progressivement de l'analyse des groupes restreints et des formes de pouvoir, en particulier à partir des travaux élaborés sur le leadership. Dans la perspective de ces différents travaux de recherche, les auteurs ont donné à l'organisation une dimension humaine. Malgré ces apports féconds et abondants, le mouvement des relations humaines sera particulièrement critiqué. Pour l'essentiel, on lui reproche son manque d'adaptation au contexte de la crise économique, mais aussi d'être trop psychologisant en matière d'analyse des organisations. Les travaux de recherche s'orienteront alors vers l'analyse de la structuration interne des organisations. Sur la base des critiques qui sont accordées à l'école des relations humaines, l'analyse va se porter sur les structures des organisations. Nous allons donc voir l'école de la contingence.